Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait une vidéo. Ce ne sera pas une vidéo sur l'actualité, j'ai envie de faire une vidéo un peu pour résumer un peu mon point de vue sur tout ce qui se fait actuellement à la WWE en passant en revue l'intégralité du roster, dire mon avis tranché sur chaque catcheur et catcheuse de la compagnie qui est actuellement actif. J'ai envie d'en parler, j'ai envie de parler de ça. Je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour pourquoi pas refaire des vidéos pour ceux qui sont en demande de vidéos. Je vois vos messages encore une fois, désolé, c'est le travail, c'est l'envie. L'autre chaîne sur laquelle je travaille aussi. Beaucoup de choses qui font que je ne poste plus ici, mais peut-être le jour où ma passion revient activement, ne vous inquiétez pas, je serai de retour. Je m'écoute moi avant tout. Sur ce, parlons de l'intégralité du ressort de WWE de manière assez rapide, concise, précise. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais nous verrons bien. On commence tout de suite, je me suis gouré de trucs, excusez-moi. On commence tout de suite avec le premier catcheur. On va faire par ordre alphabétique, on va parler de AJ Styles. AJ Styles, c'était mon catcheur préféré quand j'ai repris le catch. J'ai repris le catch, j'ai regardé de nouveau le catch en 2016 et j'ai vu le Royal Rumble et AJ Styles était le nouvel arrivant. C'était du coup un peu, comment dire, le parfait corps, le parfait candidat pour que moi, de nouveau actif, de nouveau spectateur à WWE, j'allais m'investir dans un catcheur qui était lui aussi nouveau dans ce système. Et du coup, c'est en AJ que j'ai porté tous mes espoirs, tous mes regards, toute mon attention a été portée sur AJ Styles en 2016 et j'ai directement accroché avec ce catcheur. Son aura, son in-ring, même sa promo qui était plutôt correcte, sa rivalité avec John Cena à l'époque. Bref, beaucoup de choses bonnes. Mais après, AJ, après son run de champion, son gros run de champion, a été plutôt tourné vers la mid-card, vers la tag team, n'a plus été autant pris au sérieux qu'auparavant, c'était plutôt un worker qui mettait over les autres, et encore une fois, c'est ok, c'est un catcheur qui a eu sa carrière et son prime est derrière lui, ses plus belles années sont derrière lui, évidemment, mais là récemment, il est revenu avec une shape de fou furieux, avec un heel turn, avec un personnage que j'aime beaucoup, avec une nouvelle musique que j'aime aussi beaucoup, qui va hyper bien avec son nouveau personnage, avec une rivalité avec LA Knight d'abord, puis ensuite Cody Rhodes à l'heure actuelle, et là il refait une promo inspirée de Mark Henry, où il pète de nouveau la gueule à Cody Rhodes, la rivalité va continuer. Encore une fois, je ne sais pas si AJ sera de nouveau champion du monde, je ne sais pas si un jour il aura de nouveau cette ceinture portant cette ceinture de champion du monde, parce que la compétition en face est extrêmement importante. Mais le mec, c'est rien sur qui on peut compter. AJ avec un nouveau run, pourquoi pas de champion secondaire, intercontinental ou des États-Unis, il le mérite amplement. J'aime ce mec, j'aime son travail, j'aime son aura, j'aime son in-ring, j'aime absolument tout. AJ, c'est un excellent worker sur lequel on peut compter. Et actuellement, il fait du super taf. AJ, il passe évidemment que je le garderai dans mon roster. Évidemment, pourquoi pas qu'à la fin je dise que je garde dans mon roster ou pas, on verra bien, vous en déduirez ce que vous voulez. Bref. Catcheur suivant, Akam. Qui en a quelque chose à foutre d'Akam? Passons. Akira Tozawa. Qui en a quelque chose à foutre d'Akira Tozawa? Passons. Alba Fire. Des fois, sera plus rapide que d'autres. Alba Fire. Alba Fire, j'ai pas vu beaucoup de choses d'elle pour l'instant. Elle vient juste de rentrer dans le main roster il y a pas si longtemps que ça avec Isla Dawn. J'aime bien leur équipe, Alba et Isla. Je trouve qu'elles fonctionnent bien en équipe. Je trouve qu'il y a peut-être plus de potentiel chez Alba, et rien qu'en termes d'aura, par rapport à la gueule qu'elle a. Encore une fois, elle est très jeune, c'est ses débuts dans le main roster. On va attendre de voir ce qui peut germer. Je vois du potentiel, je sens du potentiel, j'aime bien le in-ring, j'aime bien l'aura, à voir ce qu'elle donne en promo maintenant. Alexa Bliss, rapport particulier qu'Alexa Bliss, encore une fois, en promo elle est pas mauvaise, mais c'est juste que physiquement c'est une petite poupée Barbie. Et quand tu auras du catch, quand tu auras des femmes se foutre sur la gueule, j'ai du mal à croire en Alexa Bliss. J'ai du mal à croire au danger que représente Alexa Bliss. Quand tu vois cette petite poupée Barbie avec ses cheveux blonds, son regard pétillant, etc. J'ai beaucoup de mal à y croire. Et maintenant que Liv Morgan a le même personnage, quasiment le même personnage, la même aura qu'Alexa Bliss, je vois pas l'intérêt qu'elle peut porter à la compagnie, malheureusement. Donc ce sera un out pour moi. Andrade, bon worker, malheureusement barré de la langue, il lui faut absolument un manager, sinon il ne peut pas compter percer dans le roster, même pour un titre secondaire, pour un titre intercontinental ou des États-Unis, la compétition est beaucoup trop rude. S'il n'a pas de manager, Andrade ne peut pas espérer aller plus haut que ce qu'il a actuellement, c'est-à-dire un bon worker, un bon adversaire pour élever les nouveaux prétendants au titre. Mais rien de plus malheureusement. Très bon talent dans le ring, mais il est limité à ça, il lui faut un manager absolument. Angel, qui en a quelque chose à foutre d'Angel, passons.
Angelo Dawkins, il peut remercier Montez Ford d'être en équipe avec lui parce que sans Montez Ford, Angelo Dawkins ne serait pas dans le main roster, n'aurait même pas, Triple H ne porterait aucun intérêt à Angelo si Montez Ford n'était pas présent. Il tient sa position dans le main roster uniquement à la présence de Montez Ford. Le jour où l'équipe se sépare, le jour où le projet Montez Ford se fera, Angelo Dawkins malheureusement deviendra un jobber et quittera la compagnie, sera viré, je n'en sais rien, mais il n'y a pas d'espoir pour lui pour le futur en tant que run solo. C'est dommage pour lui. Apollo Crews, et là c'est la première fois où je vois un raté à WWE parce que je vois énormément de potentiel en Apollo Crews. Et on a vu ce potentiel avec son gimmick où il était, je crois que c'était champion nigérien, je crois que son moment où il était champion intercontinental ou des États-Unis, je me rappelle plus vraiment. Mais il avait ce run avec ce nouveau personnage, ce nouveau gimmick qui fonctionnait extrêmement bien. Apollo Crews, c'est avant tout un physique. Quand on voit le bestiau, on se dit oh putain, il déconne zéro. Malheureusement, je trouve que son in-ring est un peu trop aérien, il fait un peu trop n'importe quoi avec son in-ring qui met pas en avant son physique de la meilleure des manières. Ce qui fait qu'il n'a jamais vraiment réussi à être over. Et le jour où il a été over avec ce nouveau gimmick, malheureusement après la compagnie n'a plus vraiment compté sur lui et maintenant on ne le voit plus. Donc je pense qu'il est trop tard pour Apollo Crews. Je pense que malheureusement, ils ont laissé le potentiel de côté, ce qui est dommage pour lui. Ashante Adonis, qui en a quelque chose à péter d'Ashante Adonis, passons. Asuka. Asuka, j'ai du mal. Je sais qu'elle a beaucoup de fans. Asuka, j'ai beaucoup de mal. Dans le ring, elle est bonne. Dans le ring, évidemment qu'elle est bonne. Physiquement, elle est pas déconnante. Elle est pas... Bien sûr qu'elle est moins présente que Rhea Ripley ou Bianca Belair, évidemment. Mais je veux dire, elle est bien plus costaud que Becky Lynch. Physiquement, il n'y a pas de problème. Là où le bas blesse, c'est dans la gimmick, dans les faciès. Je sais que c'est extrêmement japonais, qu'au Japon, je pense que c'est normal et que pour les fans de catch japonais, elle ne fait rien de mal, mais moi j'ai beaucoup de mal avec son over the top. C'est la langue tirée, le maquillage, enfin, elle fait souvent des mouvements bizarres avec ses mains. Enfin, elle est complètement tarée, et quand je vois ça devant mon écran, j'ai beaucoup de mal à adhérer au produit. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Juste, si Asuka avait ce personnage dans juste, elle ne dit pas grand chose, parce qu'elle est japonaise, pareil, barrée de la langue, donc elle ne dit pas grand chose, juste elle se contente de botter des culs, ça fonctionnerait. Mais son côté over the top, je me rappelle quand elle crachait du liquide vert, etc., c'était, ça me dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. Donc Asuka, encore une fois, bon talent dans le ring, évidemment qu'on la garde dans le roster, mais juste limiter le gimmick, limiter le côté over the top, que je peux pas blairer, que je peux pas saquer, qui me rend mal à l'aise quand je regarde Asuka. Austin Theory, oh putain, quand tu parles d'un mec qui a tout le potentiel du monde et qui est tellement gâché, bordel de merde. Encore une fois, Austin Theory, physiquement, c'est exceptionnel. Il est jeune en plus, il a encore beaucoup à prendre, énormément de potentiel, beaucoup d'années devant lui, il deviendra quelqu'un. Austin Theory, c'est un futur champion du monde, c'est sûr et certain. Il faut juste qu'il trouve, encore une fois, ce petit truc qui va le rendre différent, qui va le rendre over, parce que dans le ring, c'est impeccable, le timing, les offenses, le selling, l'agressivité, dans le ring, il est parfait, Austin Theory, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Dans le physique, il ne change rien, physiquement, il a déjà l'allure d'une star. Le problème maintenant, c'est la promo et l'aura, ce qui va faire de lui, qu'il va devenir une star, le petit truc en plus, parce que quand tu vois de l'extérieur sans trop t'intéresser à lui, tu vois un jeune Randy Orton. Tu vois un jeune gars comme ça qui a tout pour lui et qui va devenir une star. Sauf que Randy avait ce petit truc. Il avait ce petit truc, ce petit côté vicieux, ce personnage, cette aura, ce charisme. On avait envie de s'insérer en Orton, on n'a pas encore ça chez Austin Theory. Et il faut qu'il trouve ça. Et je pense sincèrement que le mec devrait prendre un petit peu de temps hors de la compagnie, casser la gueule à Grayson Waller et foutre le camp de ce mec qui ne va rien lui apporter, qui ne fait que descendre Austin Theory. Il faut qu'il se sépare de Grayson Waller, qu'il prenne du temps en time off, qu'il prenne du temps pour lui, pour réfléchir à sa carrière, à son personnage, parce qu'il n'est pas comme les autres catcheurs, il n'est pas comme les autres jeunes catcheurs, lui il a un potentiel de star. Et il faut juste qu'il mette le doigt sur ce qui peut le faire devenir une star. Baron Corbin, honnêtement j'aime bien Baron Corbin, je sais qu'il a beaucoup de haters, mais j'aime bien Baron Corbin. Maintenant évidemment, il a ses meilleures années derrière lui, il a beaucoup donné à la compagnie, voilà, et son personnage a été un petit peu tué quelque part, sa crédibilité a été tuée à de nombreuses reprises, donc il ne représente plus un danger potentiel, et je ne veux pas que Baron Corbin soit un gros danger pour le roster WWE, évidemment, mais en tant que premier adversaire, première péripétie pour de nouveaux talents à mettre over, Baron Corbin c'est un heel nickel. Il est grand,
Donc physiquement une menace directe pour les nouveaux prétendants. Il est déjà rodé en tant que heel, hein, il sait se faire détester par le public, les gens ne l'aiment pas vraiment, Baron Corbin. Il a la gueule, il a le in-ring. Baron Corbin, en tant que premier adversaire pour élever de jeunes faces, il est nickel. Pour ça, je l'apprécie beaucoup. Bayley, eh bah, elle a beaucoup de choses pour elle, Bayley. Hein. Elle est super, Bayley. Elle est super. Elle rate rien, Bayley, en soi. En tant que face, en tant que heel, les gens l'apprécient. Elle a une bonne gueule. Physiquement, elle est quand même assez crédible. In-ring, parfait. En tant que championne, je l'aime beaucoup actuellement. Elle le mérite amplement. Son run avec le Damage Control, s'arrêter avec le Damage Control, c'était super. Bayley, évidemment, c'est un 1000 fois oui. Et Becky Lynch, je vais tout dire pareil. Becky Lynch, 1000 fois oui. Becky Lynch, si elle n'avait pas son attitude, si elle n'avait pas son aura, elle n'aurait jamais réussi dans le roster. Parce que physiquement, bah, la meuf, elle est toute fine, elle est toute frêle, elle est en mode... À quel moment elle peut être dangereuse? Bah oui, à quel moment elle peut être dangereuse? Et ben on s'en fout dans le catch, le plus important c'est l'aura, c'est ce que dégage la personne. Et Becky Lynch, l'attitude qu'elle a eue, le moment où elle s'est fait éclater le nez par Nia Jax, qu'elle pissait le sang, qu'elle était en mode badass et je n'ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Et après c'était The Man, et après c'était je vais battre tout le monde, je suis meilleur que tout le monde, I'm the man. Et... c'est pris soumission, ça a été face à Charlotte Flair, face à Ronda Rousey. Ses matchs face à Charlotte, putain, elle a fait des bangers, Becky Lynch, en termes de match. Becky, l'attitude a fait sa carrière. Et encore une fois, c'est la chose, c'est la preuve que l'attitude et l'aura, c'est la chose la plus importante dans le catch pour devenir quelqu'un, pour devenir une star. Becky Lynch est une star et elle le mérite amplement. Bertho, en parlant de star, non je rigole, qui en a quelque chose à foutre de Bertho? Le mec s'appelle Bertho, s'il vous plaît, passons. Bifab, qui a quelque chose à foutre de Bifab, la meuf s'appelle Bifab, passons. Bianca Belair, enfin encore un bon talent féminin. Bianca Belair, j'ai quand même mes réserves, parce qu'encore une fois, pour moi, le plus important dans le catch, c'est l'attitude. Et Bianca Belair a tout pour elle, excepté l'attitude. Elle a évidemment le physique, physiquement elle est impressionnante Bianca Belair et quand tu la vois, elle a l'allure d'une championne. Dans le ring, in-ring, ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, c'est superbe en termes de selling, d'offense, d'agressivité, c'est superbe. Mais putain, elle a pas de promo, elle a pas d'attitude, c'est typiquement la catcheuse qui sourit, qui est contente, qui fait un peu « Yeah, I'm the best, yeah, yeah ». Enfin, y a rien, y a absolument rien. Je trouve qu'elle a pas d'aura. Enfin si, elle a une aura grâce à son physique, mais elle n'a pas de personnalité. Et c'est ce qui la tue pour moi. Biggie, bah clairement le meilleur membre du New Day, le membre du New Day que t'as envie de prendre au sérieux. Encore une fois, si le mec mettait pas des pancakes dans son slip, qu'il avait pas une putain de corne sur le front, franchement je le prendrais au sérieux Biggie. Malheureusement le New Day, bah ça, encore une fois ça lui donnait ses lettres de noblesse dans le monde du tag team. Il a une grosse carrière dans le tag team Biggie et il restera probablement un champion tag team pour le reste de sa carrière maintenant parce que le New Day est tellement implanté comme ça que ça risque pas de changer. Mais clairement le meilleur élément, physiquement, il est redoutable, il a une bonne gueule, il est hyper sympathique, t'as envie de l'encourager Biggie, quand tu vois t'as envie de lui sourire, t'as envie de lui faire un gros câlin, Biggie il est génial. Bobby Lashley, alors Bobby Lashley, physiquement très impressionnant tout comme Biggie, par contre lui t'as pas envie de lui faire un câlin, tu vois, encore une fois, Bobby Lashley, c'est, pour moi il est, je sais pas s'il est parfaitement utilisé à l'heure actuelle, mais en tout cas il est respecté. Bobby Lashley, quand tu le vois, le côté, le gimmick almighty, tout puissant, quand tu vois Bobby Lashley, c'est un Apollo grec, c'est un statue grecque ce mec, c'est un dieu, enfin il est, quand tu vois son physique, t'es en mode putain, le mec tu le prends au sérieux, et encore une fois, la compagnie l'a pris au sérieux. C'est quand même le mec qui a battu le règne de Drew McIntyre à l'époque pendant l'ère du Covid, qui a eu un long règne de champion de WWE qui était hyper intéressant avec, je sais plus comment s'appelait cette faction avec MVP, mais j'aimais beaucoup tout ce qui se passait comme ça. Bobby Lashley c'était une énorme menace et encore une fois, il a peut-être pas la bonne promo justement, il a pas la meilleure promo, mais aux côtés de MVP, ça marchait extrêmement bien. MVP parlait pour lui et lui il se battait et ça marchait rotablement. Bobby Lashley c'est une star, c'est un mec sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir de bons matchs. Bobby Lashley, tu mets tout l'or sur lui, il va te faire des choses très très bonnes. Contrairement à Braun Strowman qui, pour le coup en tant que compagnie, je comprends pourquoi on engage Braun Strowman. Je veux dire, quand on le voit, c'est un géant, c'est typiquement une attraction, et il peut catcher. Il catche pas extrêmement bien, mais il peut catcher. Voilà, c'est un géant, c'est une attraction, il ne mérite pas plus, il ne mérite pas d'être champion des États-Unis, intercontinental ou champion du monde. Dans la tag team, en tant qu'attraction, avec un grand monsieur et un petit monsieur, à l'époque c'était avec Ricochet, ça marchait pourquoi pas, ça marchait un petit peu, c'était ok. Oui, mais pas plus qu'une attraction, pas plus que ça. Brock Lesnar, ok.
On va évidemment séparer le catcheur de l'homme pour parler du catcheur. Pour parler uniquement du catcheur, Brock Lesnar est l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. Je pense qu'il est dans mon top 5 des plus grands catcheurs, les plus influents, les meilleurs catcheurs simplement dans le côté full package en termes de qualité de match, en termes de menaces, d'aura, de capacité à vendre des billets. Brock Lesnar est dans le top 5 facile, de tous les temps. Facile. L'intensité qu'il met dans ses matchs, l'agressivité, le côté réel qu'il rajoute. Encore une fois, le catch a de l'intérêt quand on sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Mais quand les mecs arrivent à te faire croire que, oh putain, c'est peut-être faux, c'est peut-être de la connerie qui est fausse, mais ce mec-là, il est vrai. Le catcheur qui arrive à te faire ressentir ça, il a tout compris. Et ils sont très, 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 très rares. Et Brock Lesnar, chaque fois que tu vois un match de Brock Lesnar, tu te dis, putain, cette merde, c'est vrai. Il y a un côté réel là-dedans. Le mec a été champion UFC, champion poids lourd de l'UFC, c'est pas rien. Et la crédibilité qu'il ajoute au match, aux promos, aux segments, tellement de segments cultes avec Brock Lesnar, tellement de matchs cultes. Le mec qui a battu l'Undertaker, à WrestleMania. Brock, c'est un CV qui est gigantesque. À chaque fois qu'il apparaît, les choses deviennent sérieuses et on a peur, on se chie dessus. Le mec en face, il se chie dessus. Quand Brock est là, on se chie dessus. Même Roman Reigns se chie dessus. Donc, voilà. Pour séparer l'homme du catcheur, je dirais ça. Maintenant, si ce qu'on dit sur lui est vrai, si ce qu'on dit sur lui est avéré, j'ai pas envie de revoir Brock Lesnar sur un ring parce que on a un nouveau Brock Lesnar qui peut arriver, on a un next big thing qui peut arriver et Brock, bah voilà, il a apporté de belles choses au catch. Maintenant, si ce qu'on dit sur lui est vrai, qu'il reste chez lui et qu'on n'en parle plus. Parce que le next big thing, excusez-moi, il est là. Bron Breakker. Pour l'instant, comment la WWE le traite, c'est du 100% oui. Il est traité comme une grosse menace. Il squash ses adversaires. C'est un nouveau Goldberg. Le mec, il arrive, il a une intensité de dingue. Il a une aura que je trouve hyper intéressante. Il a un faciès assez brutal, assez agressif. Le mec, il court dans les cordes comme je sais pas quoi. Son spear, il est phénoménal. Bron Breakker, ce sera un futur champion et je pense que ça ne tardera pas. Un futur champion du monde, oui, 100%. Pour moi, c'était lui qui aurait dû battre Gunther pour son titre intercontinental. C'est pour vous dire, je le place quand même assez haut, Bron Breakker, dans mon estime. Il a tout ce qu'il faut pour être extrêmement important, pour être une star. Bref, tous les regards sont portés sur lui. J'ai hâte de voir la suite de Bron Breakker. Bronson Reed, c'est un peu le Samoa Joe de Wish. C'est le wannabe Samoa Joe. Ouais, il a un peu la gueule et le physique de Samoa Joe, mais il n'a pas du tout l'aura, ni la personnalité, ni la promo qu'a Samoa Joe. Ouais, Bronson Reed, c'est un peu un heel de péripétie. Un heel pour passer à autre chose. C'est le petit heel de mid-card, un peu dangereux parce que physiquement impressionnant. Il sait catcher aussi. Mais voilà, ce sera jamais une star. Je n'y crois pas. Candice LeRae, oh putain, plus agaçante, tu meurs. Elle fait partie des catcheuses qui, quand je la vois, je me dis putain, mais je skip. Quand je la vois, je skip. Je donne même pas une chance, même si en face il y a LA Knight, je skip, je n'ai rien à foutre. Candice LeRae, elle me sort par les trous de nez. Je peux pas la saquer. Le personnage, l'attitude, la musique, l'entrée, oh putain, je peux pas. Je ne peux pas, désolé, mais je ne peux pas. Carlito. Ok. Pas grand chose de plus à dire. Oui, bah. Bon, son prime est derrière lui, évidemment. Hein, maintenant qu'il est un peu plus vieux et tout, il n'y a pas la magie qu'avait Carlito à l'époque. Ouais, ok, tire. Carmella, pourquoi je l'ai foutu là? Elle est encore active, Carmella? Je sais pas. Carmella, Osef. Carmelo Hayes, nouveau venu tout droit de NXT, beaucoup de potentiel. Je vois que Triple H met vraiment over à Carmelo Hayes dans son premier match télévisé. Il affronte Cody Rhodes, c'est quand même pas rien comme main event. Malheureusement, je ne comprends pas toute la hype autour de lui. Pour moi, il me rappelle beaucoup Finn Balor, par exemple. C'est-à-dire que, oui, dans le ring, il fait des choses très intéressantes. Même en aura, il a une attitude intéressante. Je comprends qu'on peut vraiment aimer ce catcheur. Mais pour moi, ça ne va pas plus haut que la mid-card. Ça ne va pas plus haut que la mid-card. Tout comme Finn Balor. Dans le main event, faire tâche, c'est peut-être un peu gros, mais ça n'est pas à sa place, ce n'est pas à sa juste place. Encore une fois, c'est un bon talent. Mais s'il veut être dans le main event, il faut qu'il trouve le petit truc. Parce que là, pour moi, il ne l'a pas.
Pour moi, c'est un autre high flyer acrobatique qui catche bien de plus. Et il y en a plein dans la compagnie, il y en a plein à l'AEW des gens comme ça. Mais de là à se dire je vais être une star, le nouveau prochain truc, non. Carmelo Hayes ne l'est pas. Bron Breakker l'est. Oui, Bron Breakker l'est. Carmelo Hayes ne l'est pas du tout. Beaucoup de potentiel à mid-card. Pour l'instant, ça s'arrête là. Cédric Alexander, qui en a quelque chose à foutre de Cédric Alexander. On passe. Chad Gable. Bah voilà, vous voyez quelqu'un qui devrait être le prochain champion intercontinental, qui devrait battre Sami Zayn, c'est lui. Chad Gable a été moult fois ridiculisé. Gimmick ridicule après gimmick ridicule après gimmick ridicule. Le mec est toujours là. Parce que dans le ring, c'est un monstre. C'est un putain de monstre, Chad Gable. On s'est foutu de sa gueule ouvertement. Shorty G, Vince McMahon, le gimmick qui lui prêtait, c'était nul à chier. Le chuge, le thank you, le plein de choses. L'Alpha Academy, la putain de sa race, qu'est-ce que c'est nul à chier. Le mec a survécu à ça parce que dans le ring, c'est un putain de monstre technique. Chad Gable, avec un bon gimmick, avec un gimmick où on le prend au sérieux, c'est sincèrement un excellent champion intercontinental. Il fait peut-être un peu trop penser à Kurt Angle, et le jour où il se rasera les cheveux, là on se dira ah putain, mais en vrai c'était lui le fils de Kurt Angle, c'était pas l'autre là. On se rappelle ce truc à la con qui était sorti il y a 6 ans, 8 ans je crois, ce truc avec le fils de Kurt Angle, bref, passons. Mais peut-être qu'il faut qu'il s'attache un petit peu de Kurt Angle, mais en même temps ça lui colle à la peau, et en même temps ça lui sert. On voit en lui la réincarnation de Kurt Angle, et on a envie de voir à quel point ce mec peut réussir, tout comme Kurt Angle a réussi dans le passé. Je ne pense pas qu'il aura un titre mondial, encore une fois la compétition est beaucoup trop rude. Mais dans la mid-card, champion des États-Unis, champion intercontinental, le mec a totalement sa place. Un gimmick sérieux, comme il a actuellement en tant que leader qui maltraite l'Alpha Academy. Encore une fois, le mec change de gimmick, se prend en sérieux et il rend Otis over. Otis. Le Chad Gable, c'est de l'or. Et il faut absolument qu'il batte Sami Zayn pour le titre intercontinental, parce que c'est de cette manière-là qu'il sera enfin pris au sérieux et qu'il pourra embrasser son nouveau gimmick, et ensuite sa carrière parlera d'elle-même. Il pourra enchaîner des bangers meilleurs en tant que match et représenter une véritable menace au-dessus du roster. C'est tout ce qui lui manque. Être crédible, représenter une menace, et il est over. Chad Gable, 100% oui. Charlotte Flair, l'une des plus grandes catcheuses de tous les temps. Si ce n'est la plus grande catcheuse de tous les temps, celle qui a véritablement changé le business, l'importance du catch féminin aux yeux du monde. Enfin, encore une fois, dans le produit WWE, c'est elle qui a changé la donne. Bien sûr qu'il y a d'autres catcheuses féminins à travers le monde, mais de manière reconnue, internationalement parlant, Charlotte Flair, c'est celle qui a changé la donne. Elle a donné la voix à une nouvelle vague de catcheuses, et on reparlera de la nouvelle voix qu'elle a lancée. On a déjà parlé de Bianca Belair, mais elle a tout donné le flambeau à Rhea Ripley, et on en reparlera évidemment quand on parlera de Rhea Ripley. Mais Charlotte Flair, c'est une grosse star, je respecte énormément son travail. J'ai hâte qu'elle revienne, j'ai hâte qu'elle se sente mieux pour mettre over de nouveaux talents, pour encore une fois avoir un nouveau run, parce qu'encore une fois, Charlotte Flair, elle catch très bien, elle a fait l'un des meilleurs matchs féminins que j'ai vu de ma vie, c'est le meilleur match féminin que j'ai vu de ma vie. Charlotte contre Rhea Ripley à WrestleMania 39, je pense que c'est le meilleur match féminin que j'ai vu de ma foutue vie en tant que fan de catch. Bref, hâte de la revoir. Chelsea Green, qui a quelque chose à foutre de Chelsea Green. Oh, le voilà. Ah, le voilà. Lac Mussolini. CM Punk, le GOAT, le putain de GOAT. J'en ai rien à péter de ce que vous pensez. CM Punk a des haters, CM Punk a des haters, CM Punk a des fans hardcore, et c'est parce que ce mec déchaîne les passions. Encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important pour un catcheur? Faire des ratings, déclencher les passions, vendre les tickets, et c'est ce que ce mec sait faire. Grâce à sa grande gueule, grâce à son charisme, grâce à sa promo incroyable, et même aussi grâce à son in-ring. Les détracteurs vont dire « Ah mais non, il a aucun in-ring, c'est qu'une grande gueule ». Je suis désolé, mais Punk a un bon in-ring. Même à l'heure actuelle, oui, il n'est plus à son prime. Oui, il n'a pas sa meilleure shape. Oui, il se fatigue vite. Mais vous savez quoi? Il en tire quelque chose. Il raconte une histoire avec ça. Quand je vois Punk dans le Rumble galérer à aller jusqu'à la finale face à Cody, être à bout de souffle, se battre avec un putain de triceps
déchiré et tout. Évidemment qu'il est fatigué, évidemment qu'il est soufflé. C'est le Rumble, ça raconte quelque chose. Et Cody fait pas le malin en face. Et pour autant, des gens vont dire, ah, et là, il catche mal, regardez comme il est essoufflé, faut qu'il bosse son cardio. Je suis désolé, l'histoire est là. L'histoire est là. Et j'ai hâte de voir son match face à Drew McIntyre, parce que ce que ces deux gens nous produisent, Drew et CM Punk sont deux catcheurs qui sont actuellement blessés, et ils produisent la meilleure rivalité au sein de la compagnie, et dans toute compagnie confondue, à l'heure actuelle. Ces mecs-là, c'est de l'or. Ils sont en train de construire une affiche que tout le monde a hâte de voir. Le jour où SummerSlam ou je ne sais quel pay-per-view va annoncer que Drew et Punk vont enfin s'affronter, ça va déchaîner. Les gens vont arracher les tickets, les gens vont se connecter, vont acheter le PLE, vont faire plein de choses. Évidemment que ça va se passer. Ce mec, c'est de l'or. Toute compagnie digne de ce nom s'arracherait ce mec. Parce qu'elle sait pertinemment, parce qu'elle saurait pertinemment que ce mec va rapporter gros. Évidemment qu'on le paye gros, évidemment qu'on va le considérer comme un part-timer parce qu'il commence à être vieux et se blesse facilement, donc on doit le préserver un maximum, mais on va en tirer le maximum de profit. C'est ce que toute compagnie digne de ce nom ferait, n'est-ce pas Tony Khan? Il a son comportement, il a ses déboires, il faut pas le prendre pour un con, il faut le respecter. Et encore une fois, qui ne respecte pas CM Punk, à part les jeunes cons qui n'ont rien compris au business? Quand tu as en face de toi un mec, un vétéran, qui s'est fait un nom, qui est devenu la personne la plus manquée aux yeux des fans de catch pendant 7 longues années, on scande son nom, on scande CM Punk pendant 7 longues années, alors que ce mec, quand tu le vois, quand t'es pas un fan de catch, tu te dis, attends, ce mec c'est vraiment un catcheur là? CM Punk, il a pas le physique de ce qu'on se fait d'un catcheur. C'est un mec tout à fait lambda, un peu tatoué, etc., beau gosse charismatique si vous voulez, mais c'est tout. Ce mec-là a réussi à devenir une des plus grandes stars du milieu, au même titre que Cena, Rock, Lesnar, Taker. Ce mec-là est une star. Donc, tout catcheur, jeune catcheur digne de ce nom, devrait écouter ce que ce mec a à dire. Parce qu'il sait pertinemment comment se rendre over quand tu n'es personne, quand tu n'es pas le fils d'eux, quand tu n'as pas un physique, quand tu n'as pas été béni des dieux physiquement, ce mec-là sait comment se rendre over. Et il n'y a pas 36 000 solutions, c'est la promo, l'aura, le charisme. Te rendre important aux yeux des fans de catch. Et c'est ce que mec-là a réussi à produire chez moi et à produire chez plein de fans de catch. Aimez-le ou détestez-le, il n'est pas là pour se faire des amis, il est là pour faire de l'argent. Cody Rhodes, putain, après tout ce speech, j'ai pas envie de faire rapide sur Cody Rhodes, hein, mais en soi, Cody, c'est le parfait porte-standard, le parfait nouveau visage de la compagnie de la nouvelle ère. Un babyface hot que les gens adorent, comme les gens adoraient Cena à l'époque, comme les jeunes enfants adoraient Cena à l'époque. Évidemment, au fur et à mesure des années, il va commencer à avoir des détracteurs, c'est sûr et certain. Les fans hardcore, plus âgés, vont commencer à huer Cody. Et encore une fois, si ça arrive que les jeunes fans de catch qui acclament Cody et les vieux fans de catch qui huent Cody, se mettent à arriver de plus en plus, ce sera superbe pour Cody. Ce sera le futur John Cena et il n'y a aucun problème à ça. Cody Rhodes, c'est un face, parfait. Il a tout compris. La promo du Classic Babyface, les matchs du Classic Babyface, son selling est on fire. Sa rivalité face à Roman Reigns, face au Rock. Le mec, il comprend tout. Il sait comment te construire des rivalités. Il sait comment se représenter aux yeux du public. Il est toujours classe. Il a toujours une belle gueule. Il a toujours un gear, une tenue de catch incroyable. Il catch extrêmement bien. Il vend extrêmement bien. Il a une putain de promo. C'est la personne sur laquelle il fallait compter pour tenir la compagnie après Roman Reigns qui a fait un travail remarquable. C'était la seule personne sur laquelle on pouvait compter. Encore suffisamment jeune pour avoir de plus gros aides devant lui. Cody Rhodes, c'est un grand oui. Et le pire est que je pense que ce n'est pas que un bon face. Je pense qu'à terme, un jour, pas encore évidemment, mais un jour, quand il fera son heel turn, ce sera un heel monumental. Il sera exceptionnel en tant que heel, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, c'est un excellent face, il faut capitaliser là-dessus parce que le merch est vendu, les enfants rêvent, et encore une fois, on manque de babyface fort, et c'est important qu'on en ait un au sommet de la compagnie en tant que champion, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça.
Donc ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien. Cody Rhodes, c'est 1000 fois oui. C'est une des plus grandes stars du business. Et encore une fois, le mec là, avant, est à l'AEW. Voilà. Tony Khan qui tient ses stars. Voilà. Enfin, on va pouvoir faire plus rapide. Cruz del Toro, qu'on a quelque chose à foutre. On passe. Dakota Kai, en tant que sbire d'un groupe dans le Damage Control, elle est bien. Voilà. Pas plus d'avenir que ça pour elle. Damian Priest extrêmement intéressant. Gros physique, bon physique, bonne aura, une voix très très belle voix. J'aime beaucoup la place qu'il est au sein du Judgment Day. C'était un des éléments les plus forts du Judgment Day. En fait, c'était le second élément le plus fort après Rhea Ripley, Damian Priest. Il est maintenant dans une position qui est pas facile. Parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup, sur plein d'aspects. Mais je ne le voyais pas encore en tant que star, en tant que grand champion principal de la compagnie. Et encore une fois, ce titre du World Heavyweight Championship a besoin d'être crédibilisé. Si on veut véritablement avoir un autre titre principal aussi important que le titre de Cody Rhodes, il faut le crédibiliser. Et malheureusement, Damian Priest est dans une position où il n'a pas encore les épaules assez larges, ni l'aura, de donner ce prestige-là à ce titre. Tant que ce titre pour l'instant est sur les épaules de Damian Priest, ce titre paraît comme un titre secondaire. Malheureusement. Et c'est pas pour attaquer Damian Priest. Il n'a pas encore eu l'occasion de briller, il n'a pas encore eu toutes ces choses à faire, il n'a pas encore à son prime, pour moi il a encore beaucoup de choses à apprendre, et il s'améliore semaine après semaine, sa promo s'améliore semaine après semaine, son aura est de plus en plus intéressante avec Damian Priest, et j'aime beaucoup ce catcher. Mais encore une fois, actuellement il est dans une position pas facile, parce qu'il est champion de Raw, il a le titre principal de Raw, et pourtant les deux personnes qu'on parle le plus à Raw, c'est Drew McIntyre et CM Punk. Et pour moi, ce titre de World Heavyweight devrait être, logiquement, en termes de prestige, en termes d'aura, d'importance, de capacité à vendre des billets, ce titre devrait être sur les épaules de CM Punk ou de Drew McIntyre à l'heure actuelle. L'un ou l'autre, à vous de choisir, à compagnie de choisir, je ne vois pas de bons choix en soi. Les deux sont des bons choix. Donc, Damian Priest dans une position difficile. Il paraît un peu comme un champion de transition. Et il veut faire ses preuves. Mais je pense que s'il ne trouve pas vite la chose qui va déchaîner les passions, et honnêtement, tout peut arriver. J'ai peine à y croire, mais tout peut arriver. S'il ne trouve pas vite le truc qui va créer un électrochoc chez les fans de catch et rendre Damian Priest extrêmement intéressant aux yeux des fans, plus intéressant que Drew ou CM Punk, malheureusement, il restera champion de transition. C'est une mauvaise passe pour lui. Encore une fois, c'est un premier règne pour faire ses armes, tout comme a vu CM Punk, son premier règne à l'époque de World Heavyweight Champion, c'était pour faire ses armes. Rhea Ripley a eu pareil, un règne pour faire ses armes avant d'avoir un règne plus important. Je ne peux espérer que ça pour Damian Priest parce que je pense qu'il y a du potentiel. Dexter Lumis, gimmick abominable, qu'on a quelque chose à foutre. Je ne sais pas s'il est encore actif de la WWE. On s'en bat les couilles, Osef. Dirty Dominic Mysterio. Ça fait plaisir d'avoir un heel comme ça. Le fameux heel poule mouillé. Il en faut absolument des heel poule mouillés. Et Dominic Mysterio est le meilleur heel poule mouillé du business à l'heure actuelle. Le mec va gagner en trichant. Il a une faction, il a un physique ingrat, il a une gueule que t'as envie de claquer, il a une promo abominable que tout le monde eut. Il est génial, Dominic. Il est fantastique dans ce rôle et encore une fois, qu'il continue à faire à s'armer parce que il est encore super jeune. Il a une hit monumentale. Faut que ça continue. Actuellement, il est dans une storyline intéressante avec Liv Morgan. Il l'a embrassé. Et j'ai hâte de voir la réaction de Rhea Ripley par rapport à Dominic Mysterio. Bref, il est déjà en plus dans une storyline qui est intéressante. Dominic, c'est 1000 fois oui. J'apprécie beaucoup son travail. Dragon Lee, qui en a quelque chose à péter. Hein. Et ben voilà, Drew McIntyre. Ah putain, Drew, mais quel talent. Quel putain de talent. Encore une fois, le full package. Le monde où Roman Reigns n'existe pas. Le monde où Roman Reigns n'est pas membre du roster de WWE, c'est ce mec-là qui est la grosse star. C'est ce mec-là qui a un règne de 5 ans, qui est à côté de Paul Heyman, qui enchaîne un règne d'invincibilité. C'est ce mec-là la grosse star du business. J'en suis persuadé. Parce qu'en soi, il a la même aura, enfin il a la même attitude, il a le même... D'extérieur, il ressemble beaucoup à Roman Reigns. La taille, l'âge, la musculature, même la promo. Roman Reigns s'est enfin révélé avec une excellente promo, et Drew récemment s'est enfin aussi révélé avec une promo phénoménale. Le mec tient tête à CM Punk, la meilleure promo du business. Le mec
j'ai autant hâte de voir ces segments que de voir les segments de CM Punk, parce qu'il dit des dingueries sur dingueries sur dingueries. Drew, en promo, c'est devenu un monstre. Et quand tu vois le physique du mec, tu te dis, mais putain, mais à quel moment ce mec a le droit d'avoir une promo aussi bonne? Parce que le mec, dans le ring, c'est un Goliath. Ce mec-là devrait être champion du monde. Ce mec devrait être champion du monde. Et j'espère qu'il pourra reprendre ce titre à Damian Priest. Je l'espère énormément. Encore une fois, avec l'achat de Castle, il y a d'autres possibilités. Soit il obtient la ceinture de Damian Priest et il affrontera CM Punk pour le titre à SummerSlam. Soit CM Punk va coûter le titre à Clash of the Castle à Drew McIntyre. Du coup, Drew est encore écarté dans ce championnat mondial, ce qui peut être intéressant pour encore une fois sa frustration, etc., etc. Et on aura un match contre CM Punk pour aucun titre. Dans les deux cas, il y a un cas qui est bien pour son personnage et l'autre cas qui est bien pour sa carrière. Franchement, ce mec mérite d'être champion. Quand tu le vois, il mérite d'être champion, faut arrêter de déconner. Il a été pendant 5 minutes à WrestleMania. Il faut qu'il soit champion, il faut qu'il ait un vrai run, ce mec. Parce qu'il le mérite tellement, tellement, tellement. Elton Prince, plus cringe tu meurs. Eric, quand t'as un gimmick qui est trop présent, le gimmick est trop présent et c'est ce qui a tué Eric et Ivar. Hein, on parlera d'Ivar plus tard, mais il met dans le même panier. Eric et Ivar, les Viking Raiders, certes, ils ont un côté viking, ils ont un côté brutal, pas la peine d'en faire des vrais vikings. Le gimmick est trop lourd et c'est ce qui a tué ces gars qui auraient pu avoir plusieurs runs de champions intéressants en tag team, ce qui est dommage. Finn Balor, j'ai déjà parlé plus tôt quand je parlais du mec de NXT, j'ai oublié son nom. Mais Finn Balor, oui, dans la mid-card, il est bon. Parce que physiquement, il est intéressant. Dans le ring, il est pas mal. Il a une aura, il a une gueule. C'est juste la promo. C'est la promo et la voix, c'est pas possible. Il a une voix nasillarde qui le décrédibilise vachement. Le personnage du démon, j'ai appris à le détester au fur et à mesure parce que ça ne fait aucun sens. Pas parce que tu mets du maquillage sur ta gueule que tu deviens plus fort. Donc, bref. Plein de choses qui ont pour moi un peu tué sa carrière. Mais c'est un bon élément, c'est un bon worker dans le ring. Évidemment qu'on le garde pour avoir des bons matchs avec de jeunes talents ou de petites rivalités de mid-card. Effectivement, il est bon là-dedans. Giovanni Vinci, j'ai de la peine pour lui parce que c'était le membre le moins intéressant d'Imperium et que maintenant qu'Imperium a cassé, que Ludwig Kaiser et Gunther se sont débarrassés de Giovanni Vinci, je ne vois aucun futur pour lui dans la compagnie, malheureusement. Grayson Waller, le mec qui est responsable du déclin d'Austin Theory. Je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi ce mec est mis aux côtés d'Austin Theory. Pour moi, ce mec n'a aucun intérêt. Il n'a pas de physique, il n'a pas un ring que je trouve intéressant, sa promo, je la trouve pas si bonne que ça. Ce mec n'a aucun intérêt. Je ne vois aucun avenir en lui dans la tag team, dans la mid-card ou dans le main event. Surtout pas dans le main event. Et il est aux côtés d'un mec qui a tout pour lui, qui manque juste ce petit truc pour devenir intéressant. Putain. Grayson Waller, je le vire. Grayson Waller, je le vire, personnellement. Oh, le padre, Gunther. Gunther. Voilà un futur champion du monde. Et pas n'importe quel champion du monde. Voilà un futur champion du monde qui, je verrais bien terrasser Cody Rhodes. Que ce soit dans quelques mois à SummerSlam, ou dans un an à WrestleMania ou au prochain SummerSlam, j'en sais rien, ce mec-là devrait avoir une rivalité intense sur long terme avec Cody Rhodes. Il devrait avoir une trilogie de matchs avec Cody Rhodes. Un peu dans le même style que Cody a vu avec Brock Lesnar, vous vous rappelez? Sauf que là, ce serait pour le titre. Et que les deux se fassent un petit ping-pong avec le titre, ça me dérangerait pas. Ce serait même super. Gunther a prouvé qu'il avait tout pour être un grand champion. Quand tu vois Gunther, tu as peur. Il est grand, il te bully comme pas possible, il te maintient au sol, et pourtant c'est pas la personne la plus musclée, mais son attitude, son aura et sa taille le rendent extrêmement menaçant. J'aime énormément le travail de Gunther. Tous les matchs, il n'a pas eu un seul mauvais match, ce mec, il n'a que des bons matchs. La compagnie a confiance en lui, c'est le plus grand champion intercontinental de tous les temps, et c'est en phase de devenir un très très grand champion de la fédération, un grand main eventer. Gunther, c'est 1000 fois oui. Ilya Dragunov, je l'ai découvert tout récemment parce qu'il a rejoint le main roster tout récemment. Ilya Dragunov, c'est potentiel exceptionnel. J'aime beaucoup ce que ce mec produit. La gueule, la rage qu'il a pendant ses matchs, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hâte de voir son parcours. Pour moi, lui et Bron Breakker sont les deux nouveaux éléments les plus intéressants du business à l'heure actuelle. Hâte de voir la suite. Indy Hartwell, rien à foutre.
Isla Dawn, j'ai parlé d'elle en parlant de Alba Fire. J'aime bien sa tag team avec Alba Fire. Je vois moins de potentiel en elle qu'en Alba Fire, mais pourquoi pas, on verra la suite. Ivar, bah voilà, j'ai parlé de Rick, c'est tout pareil pour Ivar. Ivy Neal, elle a pas d'attitude, elle a pas d'aura, elle a pas de personnage, elle a pas de gimmick intéressante. Il y a peut-être un ring intéressant, mais c'est tout. Io Sky, chouette Io Sky, c'est un bon talent. Io Sky, c'est un bon talent. Parmi toutes les catcheuses japonaises de la WWE, c'est clairement la meilleure pour moi. Elle explose de loin Asuka, elle explose de très très loin Kairi Sane. Io Sky, dans le ring, c'est la plus intéressante. Dans les faciès, dans les promos, c'est la plus intéressante aussi. Ouais, beaucoup de potentiel, c'est cool qu'elle ait un run de championne. Malheureusement, elle avait son run en même temps que Rhea Ripley. Et du coup, au même titre que Damien Priest, c'est dur de se considérer comme championne principale, championne de la fédération quand Rhea Ripley est championne à tes côtés. C'est très compliqué, c'est même impossible. Mais c'est un bon talent. C'est un bon talent et à devoir pour Io Sky, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Jade Cargill, c'est un cas extrêmement intéressant. C'est encore une fois la preuve que l'aura, que la présentation, c'est ce qui est le plus important dans ce business. Parce que Jade Cargill dans le ring, c'est loin, très très loin d'être la meilleure. Elle est encore assez sloppy, elle est encore verte, Jade Cargill. Elle apprend beaucoup, elle a beaucoup progressé par rapport à son run à la AEW. Elle progresse beaucoup, elle se traîne auprès des meilleurs, et on sent qu'elle travaille beaucoup, et qu'elle souhaite s'améliorer, qu'elle souhaite être la meilleure version d'elle-même, qu'elle souhaite être aussi talentueuse dans le ring que Bianca et Rhea Ripley. C'est ce qu'elle souhaite et c'est sûr et certain. Elle a toujours été ouverte au conseil. Jade Cargill, là-dessus, je pense qu'elle a la bonne, très très bonne mentalité. Mais encore une fois, elle a beau être verte dans le ring, elle a beau faire des maladresses, etc. L'aura de star est là. L'aura de star est présente. Quand tu la vois, tu te dis « Oh putain, cette meuf, c'est une star ». La musique, la présentation, le main event, elle a déjà combattu auprès des plus grandes et contre les plus grandes. Jade Cargill, c'est une future grande championne. Et le jour où elle sera prête dans le ring, j'ai absolument hâte de sa rivalité contre Rhea Ripley, qui s'avère être l'une des plus grosses rivalités de l'histoire du catch féminin. Rhea Ripley contre Jade Cargill, c'est de l'or si Jade Cargill est prête. JD Madonna, la petite pute du Judgment Day, et c'est très bien qu'il soit ainsi. Il fonctionne dans ce rôle de petit larbin, de petit sous-fifre. Quand tu vois sa gueule, quand tu vois son physique, évidemment que le mec est pas à prendre au sérieux. Évidemment que c'est un personnage qui doit servir à la comédie. Dans ce rôle-là, JD Madonna, c'est une petite pute et il est très bien. Jey Uso, pareil, peut-être un avis qui va pas plaire à beaucoup de gens. Jey Uso, il est over auprès des gens. Sa musique, le hit, son attitude. J'aime bien Jey Uso dans les segments. J'ai toujours adoré Jey Uso dans les segments. Dans les segments de la Bloodline, il était exceptionnel. C'était un des personnages les plus intéressants de la Bloodline. J'aime beaucoup Jey Uso dans l'attitude, dans le personnage. Mais dès qu'il est dans le ring, dès qu'il est dans un match, ça passe plus. Ça passe plus. Il y a pas grand-chose en fait. Super kick après super kick. Un selling pas incroyable. Un côté over the top sur les offenses qui peuvent décrédibiliser un peu les autres catcheurs qui l'affrontent. Je pense notamment au fait qu'avant de faire un punch, il fait son petit côté... il fait sa petite danse un peu hip-hop. Un peu à l'instar du Rock qui montait le doigt en l'air montait le poing en l'air avant de abattre sur l'adversaire. Sauf que Jey Uso, c'est pas le Rock. Il peut pas se permettre de faire ce genre de choses. J'aime pas Jey dans le ring. Je n'aime pas Jey Uso dans le ring et c'est dommage parce qu'il a tout ce qu'il faut pour être un bon personnage. Et Jimmy Uso, malheureusement, c'est les mêmes défauts que Jey Uso et pas les mêmes qualités que Jey Uso. Jimmy sans son frère, je vois pas beaucoup d'intérêt. Encore une fois, sans la Bloodline, Jimmy Uso c'est personne. Voilà. Joaquin White, on a quelque chose à foutre. John Cena, je vais pas m'étendre sur John Cena, le mec c'est une légende, le mec c'est un des plus grands, c'est un des plus grands du putain de business. Si John Cena te parle, tu l'écoutes. Si John Cena est sur le ring, il peut faire ce qu'il veut, il sera over. Le mec a plus rien à prouver, il vient de temps en temps et c'est super. Il met over les autres talents. John Cena c'est un des rares qui met vraiment over les autres talents à chacun de ses matchs et je trouve ça super de sa part. Johnny Gargano, je sais pas si ça va plaire aussi à beaucoup de gens, mais je ne vois aucun intérêt en Johnny Gargano. Aucun intérêt. Dans le main event, sûrement pas. Dans la mid-card, absolument pas. Même dans le tag team, je vois pas intérêt. Même avec Tommaso Ciampa, je vois pas intérêt. Il a pas de faciès. Il ressemble pas à grand chose. Physiquement, il est petit et j'y crois pas trop à sa dangerosité. Dans le ring, il est ok, mais comme plein de gens maintenant.
Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Kairi Sane, clairement la moins importante du trio de lutteuses japonaises avec Asuka et Oskai. S'il n'y a pas le damage control, pour moi, je la vire parce qu'il n'y a aucun intérêt en Kairi Sane. Karl Anderson, pareil, aucun intérêt si Edge Styles n'est pas présent. Mais vu que Edge Styles est présent et qu'il a un run assez intéressant en tant que heel, avoir des sous-fifs des larbins, Karl Anderson et Luke Gallows qui sont inscrits comme les larbins officiels d'Edge Styles, ça sert. Encore une fois, ils peuvent remercier Edge d'avoir un job dans la plus grosse promotion du monde parce que leur prime est très très loin derrière eux. Karrion Kross, tu parles d'une retombée, tu me parles d'une déchéance. Karrion Kross à NXT, c'est tout le potentiel du monde. Lui et Scarlett, tout le potentiel du monde. La bestialité du mec, quand il était chauve, quand il était agressif, la musique d'entrée, l'image à NXT, ce mec, ça marchait. Dès qu'il est entré dans le main roster avec ses cheveux longs, plus rien. Plus rien. Triple H aime beaucoup Karrion Kross, il le met vraiment en avant. Mais je me rappelle, la première invitée face à Drew McIntyre, je me rappelle très bien, je ne comprenais pas pourquoi Drew mettait over ce mec. Je ne comprenais pas. Parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt en ce mec. Aucun intérêt. Et il le prouve maintenant, je veux dire, nouvelle faction, les gens n'en ont rien à foutre de Karrion Kross. Les gens n'en ont rien à péter Karrion Kross. Tant qu'il n'a pas retrouvé cette bestialité qu'il avait à NXT, il n'y a aucun intérêt à préserver Karrion Kross dans le main roster. Aucun intérêt. Katana Chance et Kellen Carter, je les mets ensemble. Petite équipe sympathique, voilà, c'est tout. Petite équipe sympathique dans le catch féminin par équipe. Elles sont ok et elles sont appréciables. Kevin Owens, bon mid-carder, bon worker, voilà, bonne promo, bon gimmick, bonne tête, il over avec les gens, bon worker. Plus jamais dans le main event, évidemment, mais dans la mid-card, il peut toujours faire ses preuves, dans la tag team aussi, il peut toujours être là. Toujours sympathique à voir, Kevin Owens. Kit Wilson, comme l'autre, a gerbé. Kofi Kingston, le mec, c'est bon, il a un CV énorme. Hein. Kofi, il a depuis tellement longtemps. C'est une personne de confiance, Kofi. Maintenant, il est dans le New Day. Il a eu son prime. Il a eu la Kofi Mania, c'était son prime. Il a eu ses plus gros moments dans son CV. Je pense pas qu'il aura d'autres choses aussi importantes maintenant. Je pense que sa carrière est derrière lui. Les plus beaux moments de sa carrière sont derrière lui. Mais il peut continuer avec Big E à faire un petit peu élever les talents du tag team avec Big E. Ça peut être sympa de faire ça. Bon worker, Kofi. Bon worker. Merci pour tout, Kofi Kingston. LA Knight. Ça fait plaisir de voir ce mec cartonner. Ça fait plaisir de voir ce mec cartonner. Ce mec, dans le main event, c'est de l'or. Il est over. Il a de la personnalité. Il a un bon catch. La promo, phénoménale. La gueule, j'adore. Yeah! LA Knight, 1000 fois oui. Je veux le voir plus souvent dans le main event. Je veux le voir même détrôner Logan Paul. La personne que je veux le voir plus détrôner Logan Paul, c'est LA Knight. Pour moi, c'est lui qui a le plus de logique à avoir une bête de rivalité avec Logan Paul. Ils ont tout pour détester. Ils ont tout pour détester et je vois une rivalité sur le long terme. Je pense que ça peut être vraiment électrique entre les deux. J'ai hâte de voir ça. Liv Morgan, j'avais un peu entamé le sujet en parlant d'Alexa Bliss. Liv Morgan, d'extérieur, je peux pas la blairer. Et je n'ai jamais blairé Liv Morgan. Parce que c'est la petite poupée. Parce que c'est qui gimmick de je suis la pupute. Enfin, vous voyez ce que veut dire la petite poupée Barbie. Je n'ai jamais pu blairer Liv Morgan. Mais actuellement, ils ont enfin booké Liv Morgan correctement. Ils ont enfin mis le gimmick qu'il fallait. C'est-à-dire le gimmick d'une petite pisseuse, d'une petite pétasse, d'une petite île en fait, qui triche, qui est casse-couille, qui fait chier, qui pleurniche. Et c'est parfait. Elle a battu Becky, c'est maintenant la championne de la fédération, et j'en ai aucun mal. Je n'ai aucun mal avec cette décision. Rhea Ripley n'est pas présente. Elle a le titre de Rhea, c'est elle qui a blessé Rhea. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est que Rhea revienne, et pète la gueule, annihile Liv Morgan, qu'elle la détruise, qu'elle lui laisse aucune chance. Ça peut être tellement jubilatoire, encore une fois, il faut pas mal le prendre. Si le match entre Rhea et Liv Morgan se transforme en squash, en Rhea qui pète la gueule à Liv Morgan. Parce que si c'est bien bouclé de la sorte, si Liv Morgan continue à faire sa pisseuse, à être arrogante, à plus sortir pisser, à trash talk Rhea Ripley semaine après semaine avant qu'elle revienne, mais ce ne sera que mérité et ça mettra même over Liv Morgan. Parce que pour la suite, elle sera peut-être plus championne, mais elle pourra conserver ce gimmick et là avoir plus de chance auprès d'autres catcheuses, mettre d'autres catcheuses et même être plus mis over. Liv Morgan dans ce personnage, c'est 1000 fois oui. C'est le seul personnage qui lui va bien parce que sinon ce n'est pas possible, c'est à jeter sinon. Logan Paul, waouh, quel talent! Quel putain de talent. Encore une fois, je voyais le potentiel à l'époque.
Je voyais déjà le potentiel à l'époque. Je n'aurais jamais cru que le mec serait aussi intéressant et aussi vite l'un des meilleurs éléments de tout le putain de roster. Logan Paul, c'est le full putain de package. Il est jeune, il est rapide, il a un putain de bon in-ring, il a un putain de bon personnage, un très très bon gimmick, il a une promo naturelle, hyper efficace, c'est un très bon champion de la fédération. Logan Paul, c'est un heel parfait. Parfait dans la mid-card. Et pour l'instant, il est dans la mid-card. Mais croyez-moi, s'il continue comme ça, s'il est toujours aussi investi dans le business du catch, ce mec, c'est un futur main eventer. Mais sans problème. Logan Paul, je ne comprends pas à quel point ce mec a été capable d'être aussi grand, aussi vite. C'est exceptionnel. Et la compagnie... Et je vois beaucoup de détracteurs de Logan Paul parce que c'est Logan Paul et qu'il l'a hit facile et qu'il est détesté par les internautes, par les gens du web, parce qu'il a fait plein de dingueries sur le web. Évidemment, c'est un mec qui est profondément détestable. L'humain est détestable. Évidemment qu'il l'est. Mais le catcheur, il a tout à tirer de ça. Je remercie Logan Paul pour son travail. Je le trouve exceptionnel. Exceptionnel. Ludwig Kaiser, c'est un sous-fifre de Gunther. Mais maintenant qu'il est séparé de Giovanni Vinci, c'est le sous-fifre de Gunther. Et c'est la principale différence qui peut le rendre over. Oui, ce sera jamais un main eventer, évidemment. Mais, en tant que sous-fifre de Gunther et acteur de rivalité secondaire, de petite rivalité de remplissage de la compagnie, il est parfait. Parce qu'encore une fois, il n'est pas impressionnant. Mais il a une gueule, Ludwig Kaiser. Il a une gueule, il a un bon catch. J'aime bien ce personnage, j'aime bien ce gimmick. Faut que ça continue. Luke Gallows, tout pareil que Carl Anderson. Lyra Valkyria, beaucoup de potentiel, hâte de voir la suite de cette jeune catcheuse. Voilà, hâte de voir la suite de cette jeune catcheuse. Maxime Dupri, tue-moi par pitié, tuez-moi par pitié. Michin, elle peut faire de bons matchs dans des shows télé. Mais il n'y a pas plus de choses à en tirer. Montesford, peut-être un potentiel caché derrière ce jeune catcheur, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un potentiel caché. On verra par la suite. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il peut donner en tant que catcheur solo. On a eu un petit aperçu dans Elimination Chamber à l'époque. Il y a un potentiel à en tirer, je pense. On verra. Je suis curieux pour l'avenir de Montesford. Ça peut très très bien se passer, ça peut devenir potentiellement une star. Ça peut aussi devenir quelqu'un qu'on oubliera. On verra. Naomi, je pense que son prime est derrière elle, je pense qu'elle a plus grand chose à prouver. Maintenant, il y a de meilleures catcheuses, plus jeunes, qui sont dans le business. Je pense que ça va devenir bientôt la nouvelle Natalia de la compagnie. Et tiens, en parlant de Natalia. Natalia, c'est une workeuse à qui on peut faire confiance. Elle est là depuis extrêmement longtemps, Natalia. Maintenant, elle sert à mettre over les jeunes catcheuses. Elle le fait bien. Évidemment, ce ne sera plus jamais une main eventeuse. Elle n'aura plus jamais de titre, du moins je l'espère. Mais en tant que Dolph Ziggler du catch féminin, à mettre over les nouveaux talents, elle est très bien, Natalia. Personne de confiance. Nia Jax. Je parlais tout à l'heure de l'intérêt d'avoir des gens comme Braun Strowman dans le roster. Des géants. Parce que d'extérieur, quand on voit Nia Jax, oui, tu vois tout l'intérêt d'avoir quelque chose comme Nia Jax dans le roster parce qu'elle représente directement une menace. Quand tu vois l'affiche, quand tu vois le match, les deux catcheuses dans le ring, tu vois Nia Jax à côté, tu fais « Oh putain, bon courage à l'autre !» Évidemment, là-dessus, ça prend un intérêt. Le problème est que Nia Jax blesse les autres, qu'elle est dangereuse dans le ring, encore une fois. Elle est dangereuse dans le ring, Nia Jax. Et j'ai pas envie que Nia Jax blesse les main eventeuses. Vraiment pas envie. Donc non, malheureusement, il n'y a rien à en tirer parce qu'elle est dangereuse dans le ring. Nick Aldis, alors c'est pas un catcheur, c'est pas un catcheur actif, c'est actuellement général manager de SmackDown, mais je l'ai mis parce que je voulais juste dire à quel point ce mec il est brillant. Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas eu un général manager intéressant. Et Nick Aldis l'est. J'aime beaucoup ce mec, j'aime beaucoup son aura, j'aime beaucoup ce côté sérieux qui déroge et le côté imprévisible, le côté businessman de Nick Aldis. J'aime beaucoup ce mec, il fait partie des gens intéressants du show, alors que c'est que le général manager. Très très chouette de ça. Nikki Cross, un peu comme Candice LeRae,
Elle a de la go et dès que je la vois, j'ai envie de zapper. J'ai envie de quitter le programme. Je ne peux pas la saquer. C'est encore autour de moi. Quand je la vois, je trouve... Oh mon Dieu, ça me ripile. Je la déteste. Omos, comme Braun Strowman, c'est une attraction. C'est une pure attraction. Et qu'il arrive, qu'il vienne de temps en temps pour un match d'attraction, je n'y vois aucun mal. Otis, grâce à Chad Gable, il est actuellement over. Le jour où il va se remonter contre Chad Gable, ça va être important. Mais il peut aussi nous faire une Jey Uso, c'est-à-dire les gens vont espérer qu'il se rebelle contre Chad Gable. Mais non, il va rester son larbin. Il va embrasser le côté sombre de Chad Gable. Et il va aider Chad Gable à devenir over. C'est possible aussi. Et à l'avenir, un jour, Otis retournera enfin sa veste et se retrouvera contre Chad Gable. Et encore une fois, ça fera de bons segments, ça fera parler, mais c'est pas pour autant que ça va placer Otis sur devant de la carte. Non, Otis a peut-être encore des choses à faire dans la tag team, c'est possible parce qu'il est over auprès des fans et parce que justement son côté over peut lui servir là-dedans pour sa carrière, mais ça reste un personnage comique avant tout. Paul Heyman, le meilleur manager du putain de business et même de tous les temps. Paul Heyman, c'est juste la meilleure promo du business avec CM Punk. C'est sa capacité, ses faciès, sa capacité à se dire à raconter des histoires, c'est ce que je voulais dire, à mettre over les autres, à rendre les gens, pas juste à les rendre over, mais à transformer des gens over en stars, à voir le potentiel chez chacun. C'est ce mec-là qui a vu le potentiel de Brock Lesnar, qui a vu le potentiel de Roman Reigns, qui a vu le potentiel de CM Punk. C'est ce mec-là qui en est responsable. C'est lui qui l'a vu. Ce mec-là, il voit les choses. Il voit le potentiel de star et il s'y accroche. Je me demande s'il va manager Braun Breaker, c'est possible. Pete Dunne. En vrai, Osef. Piper Niven. Osef aussi, malheureusement. Elle pourrait paraître dangereuse, mais elle n'a pas la gimmick, le gear et tout pour rendre ça fiable et convaincant. Oh putain, le GOAT, Randy Orton, mais quel GOAT! Quel GOAT! Si vous êtes un jeune catcheur, vous écoutez deux personnes, Punk et Orton. Si Orton vous dit quoi faire, vous conseille sur quelque chose, vous l'écoutez, vous fermez votre gueule et vous l'écoutez et vous exécutez. Ce mec a absolument tout compris. Je ne vois pas une faille dans l'arsenal de Randy Orton. Physiquement impeccable. Dans le in-ring, impeccable. Parce qu'il raconte des histoires, parce qu'il sait prendre le temps de rendre les toutes petites offenses, les moins petites offenses, il sait comment la rendre over. Il sait comment rendre over un finisher. Donc, il est extrêmement dangereux dans le ring, dans le kayfabe, il est extrêmement dangereux, Orton. Il sait comment vendre. Maintenant, il est beaucoup plus vieux, il a eu des problèmes de dos, et à chaque fois que je vois Orton se tordre, mais j'y crois 100%. On en parlait de ces mecs qui parviennent à rendre le catch concret, réel. Ils sont peu, Orton en fait partie. Et hors du ring, le personnage, qui soit face et jubilatoire à regarder, ou qui soit heel et qui fasse craindre les spectateurs, Orton est incroyable. Maintenant qu'il est vieux et qui sert à mettre over les jeunes catcheurs, Orton peut jubiler en tant que face. Et voir Orton à l'heure actuelle, c'est jubilatoire. Quand je vois un catcheur un peu en haut d'une cage qui est prêt à tomber, je me rappelle de JD Madonna qui était en haut de la cage et Orton était en bas. Et il le regardait comme ça, mais je me rappelle que je jubilais, j'étais explosé de rire. Orton, il créait ça chez moi. Et j'ai revu des vieux rushs de lui à son prime, entre 2008 et 2011, le personnage de la Vipère, en heel. Putain, mais quel sadique! Je me rappelle d'à quel point il faisait peur. Je me rappelle de sa rivalité face à CM Punk en 2011, lorsqu'il hypait WrestleMania. Et que Orton faisait le punk kick sur tous les membres de la Nexus. Et à un moment, alors que Punk glisse sur le ring, Orton se retourne et commence à refaire sa trademark. Il claque les poings au sol. Et comment il regarde Punk, mais on dirait qu'il va le découper en morceaux. Il fait peur, Orton.
En heel parfait, en face il est parfait, physiquement parfait, dans le ring parfait, la promo très très bonne. C'est pas la meilleure promo du business, mais elle est amplement suffisante, elle est très très bonne, elle suffit à elle-même. Le mec sait être over et sait rendre over ses promos. Orton c'est le full package. Sur la longévité aussi. Waouh. Waouh. Quel talent. Quel immense talent. Raquel Rodriguez, je pense qu'elle a beaucoup de potentiel en tant que heel. En tant que face, la gimmick de j'ai un dos musclé, etc., ça suffit pas. Elle est pas mauvaise. J'aime bien ce qu'elle fait dans le ring. Je trouve qu'elle a du potentiel. Mais pour moi, le gimmick n'est pas bon. Le gimmick n'est pas bon. Si elle avait un gimmick de heel un peu monstrueuse, qu'elle parlait beaucoup moins, qu'elle avait un faciès dangereux, qu'elle arrêtait de sourire et que juste elle se contentait d'exposer ses adversaires, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec Raquel Rodriguez. Excusez-moi, ça commence à être long. Je sais pas combien de temps je tourne, mais ça commence à faire longtemps. Rey Mysterio. Bah pareil, immense talent, excellent worker. Alors ce ne sera plus jamais un champion du monde. Je doute même que ce soit encore un champion intercontinental ou US. Mais Rey Mysterio, c'est la preuve que à cet âge-là, le mec peut toujours faire des matchs incroyables dans le ring. Il est exceptionnel, Rey Mysterio, et c'est le meilleur luchador de tous les temps. Le meilleur petit catcheur de tous les temps, c'est Rey Mysterio. C'est indéniable. Rezar, tout comme son frère Akam, Osef, Stalin. Rhea Ripley. Oh putain, voilà la GOAT. La voilà enfin la GOAT. Putain, je parle de GOAT au masculin. Il est temps de parler de GOAT au féminin. Rhea Ripley, la putain de sa race. Encore une fois, elle aussi, c'est le full package. Et si elle n'était pas blessée, si elle ne s'était pas blessée, je ne vois pas qui l'aurait détrônée à l'heure actuelle. J'en vois une. C'est Cargill. C'est Jade Cargill. Le jour où Jade Cargill est prête, je la vois détrôner Rhea Ripley dans une rivalité extrêmement importante. Mais Rhea Ripley, elle est actuellement au-dessus de toutes les putains d'autres lutteuses. Loin, très loin au-dessus. Encore une fois, c'est une question de full package. Le physique, l'aura de star, la musique, le in-ring, la promo, même la faction pour elle. Les storylines. C'est la seule avec Cargill à l'heure actuelle que je verrais faire une transition vers le cinéma. Parce que quand tu la vois, tu te dis putain, c'est une star. Encore une fois, elles sont peu. Les catcheuses sont très très peu à se prétendre être des stars. Il y en a une côté AEW qui s'appelle Mercedes Moné qui se prétend être une star. On y est très loin. On n'y est pas du tout. Pas du tout. Ça, elle, Rhea Ripley, c'est une star. C'est une des rares catcheuses à faire des ratings. C'est une des rares catcheuses qui peut prétendre faire acheter des billets aux fans de catch. C'est une des rares catcheuses qui fait vendre. Bravo Rhea Ripley, je la respecte tellement. Et elle est si jeune. Elle est si jeune, putain de merde. Ricochet. Au même titre que Braun Strowman dans un autre rayon, c'est une bonne attraction. C'est un catcheur high flyer qui peut faire des prouesses athlétiques exceptionnelles. La AEW a basé un roster uniquement là-dessus. La WWE est consciente que ce style de catch, c'est de l'attraction. Et qui ne doivent pas être des milliers à faire la même chose, parce que si tout le monde fait la même chose, il n'y a plus rien d'attractif là-dedans. Ricochet est une attraction. Et pourquoi pas un autre run en champion tag team, avec un géant. Why not? Ridge Holland, pas beaucoup d'intérêt. Roman Reigns, oh putain, Roman fucking Reigns. Roman Reigns, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Lui, ça va être une star à Hollywood. Lui, je pense sincèrement que ça veut dire un acteur à Hollywood. J'y crois, très fort. Il est exceptionnel. Il a eu un run de champion historique, dont on se rappellera toute notre vie. Roman Reigns, c'est encore une fois le full package. C'est la promo, c'est la faction, c'est le manager, c'est le in-ring, c'est la shape, c'est les mêmes internet, c'est les segments marquants, c'est les matchs marquants. C'est un record, Roman Reigns. C'est un record historique. J'ai que du respect pour ce mec. Et encore une fois, tout a été fait pour que ce mec marche.
Vince McMahon a vu le potentiel en lui. Et il a bien vu le potentiel, il s'y est mal pris. Pendant de longues années, il s'y est mal pris. Il a voulu booker Roman Reigns comme un grand face, comme le nouveau John Cena, avec tout l'aspect basé sur la promo. Il a mis des lentilles bleues parce que voilà, il voulait que sa tête d'affiche ait des lentilles bleues. Il y avait un côté fake chez Roman Reigns qui n'a pas plu aux gens à l'époque. Parce qu'à l'époque du Shield, quand il a commencé, c'était un monstre. C'était l'enforceur, c'était la brute du groupe, et les gens aimaient beaucoup Roman Reigns à ce moment-là. Dès qu'il a eu une carrière solo et qu'on a eu le côté forcing, le côté push over the top, un pushing over as fuck, le côté fake, le côté pas naturel, les gens ont détesté Roman Reigns. Et moi-même, j'ai détesté Roman Reigns. Je détestais ce qu'il représentait. Parce qu'encore une fois, je n'y croyais pas. Ce n'était pas comme John Cena, où les fans hardcore détestaient John Cena pour ce qu'il représente. Parce que John Cena était naturel. Au final, pour le business, il était naturel, il était super John Cena. Roman Reigns n'était pas naturel. Et pendant trop longtemps, Vince l'a booké comme ça et Roman Reigns ne pouvait rien y faire. Et le jour où Vince a enfin laissé Roman Reigns être qui il est, aux côtés de Paul Heyman, qui a beaucoup aidé Roman Reigns, c'est devenu instantanément une véritable star. Et il n'y a plus un côté fake, il n'y avait plus de côté push abusé. Non, le fait qu'il ait un push, le fait qu'il soit champion, c'était normal, c'était exactement ce qu'il fallait faire parce que instantanément, le mec était meilleur sur tous les aspects que tout le reste du putain de roster. Merci encore Roman Reigns, et le jour où il va revenir, parce qu'il va revenir, je pense, incessamment sous peu, il va être tellement over et il pourra être face. Et les gens vont l'adorer. J'ai tellement hâte de voir ça. Et maintenant, en tant que face, affronter un Hollywood Rock Hill, l'affiche va être tellement bonne. Tellement putain de bonne. R-Truth, si un autre catcheur faisait ce qu'il faisait, je lui filerais des baffes, je le haïrais du plus profond de mon âme. R-Truth arrive à faire marcher la merde qu'on lui donne parce que le mec est si drôle naturellement. Il est tellement drôle ce mec. Merci R-Truth pour ses moments comiques. Sami Zayn, le meilleur underdog du business, je pense sincèrement. Le meilleur underdog du business. Je ne sais pas si battre Gunther était la bonne décision. Encore une fois, je ne pense pas que c'était la bonne décision. Maintenant qu'ils l'ont prise, maintenant qu'il est champion, il faut qu'il laisse sa place à Chad Gable et qu'il reste un underdog. C'est là où il brille le plus dans le selling de ses matchs. Son match face à Gunther était génial. Vraiment, vraiment génial. Le classique David contre Goliath. L'underdog contre le champion. Ça marchait du feu de Dieu. Ce mec-là, on peut avoir toute la confiance qu'on a en lui. Sa rivalité face à Roman Reigns, face à la Bloodline, dans les segments il est génial, dans les matchs il est génial. Sami Zayn, c'est littéralement le héros du peuple. Santos Escobar, ok tiers dans la mid-card, dans son nouveau rôle, il est plutôt pas mal. Scarlett, malheureusement la manageuse, celle qui est aux côtés de Karrion Kross. À NXT ça marchait énormément parce que Karrion Kross cartonnait. Ils ont mis le roster, Karrion Kross ne cartonne pas, Karrion Kross n'est pas over, Scarlett n'est donc pas over. Seth Rollins, putain. Il est étrange mon avis sur Seth Rollins parce que je respecte énormément ce mec. Pour tout le dévouement qu'il porte au produit WWE. Il porte tellement de dévouement et il est brisé, ces frustreurs actuels. Il s'est brisé à WrestleMania, il s'est brisé pour le business, il s'est brisé pour mettre over Cody, Roman, Le Rock, toute cette storyline, il s'est brisé pour ça. Il s'est brisé en tant que champion secondaire. Il portait sur lui un championnat qui n'était pas le championnat de Roman Reigns. Et donc, directement un championnat secondaire. Mais il s'est battu pour rendre ce titre over. Il s'est battu. Et je suis pas d'accord avec la manière dont il le fait. Je suis pas d'accord avec son gimmick que je trouve insupportable. Son côté Joker. Il m'horripile quand il fait ça, Seth Rollins. Mais je ne peux que respecter ce mec. Parce que quand il est sérieux, quand il se prend au sérieux, quand il arrête de faire son gimmick à 2 balles dans le ring, c'est un monstre. En promo, ça peut être un monstre quand il se prend au sérieux. Et c'est une star. Et c'est un bon main eventer. Et
Il a tout pour lui, ce mec. Il a tout pour lui, ce mec. Il s'est brisé pour le business. J'espère qu'il prend un maximum de temps off parce qu'il l'a mérité. Il a une petite fille à élever. Et je pense que ça va lui faire du bien à sa carrière. Parce que aussi, comme Roman Reigns, le jour où il va revenir, quand il aura véritablement manqué aux fans, quand il va revenir, ça va être génial. J'ai hâte de revoir Seth Rollins. J'ai hâte de le revoir à son prime. Shayna Baszler, ah putain, ils ont raté le tir avec elle. Hein. Ils ont raté le tir avec elle parce qu'ils avaient l'opportunité. Ils l'ont eu à l'époque du Covid. Quand Shayna Baszler fait ses débuts dans le main roster, alors qu'elle a un règne incroyable de championne NXT, vraiment incroyable, un règne de dominatrice exceptionnelle où elle tord ses adversaires. C'est indéniable, c'est la meilleure. Elle a pas un physique de star, elle a pas une aura de star, mais dans le ring, elle en a rien à foutre. C'est un monstre, elle tord et elle gagne. C'est ça, Shayna Baszler. Et j'adorais ce personnage. C'était ma catcheuse préférée à l'époque. Et quand elle fait ses débuts dans le main roster, pour affronter Becky Lynch, qu'elle détruit la compétition dans l'Elimination Chamber, il y a quelque chose qui se passe. La WWE fait quelque chose là. Elle push comme pas possible Shayna. Et à WrestleMania, elle perd. Et depuis ce jour, rien n'a été fait pour relever Shayna Baszler à ce niveau-là. Si ce jour-là, la WWE décide de rendre Shayna Baszler championne, de battre Becky Lynch, qu'elle a un run de championne, son avenir après, il est radieux. Il est radieux. Peut-être qu'elle n'aurait plus jamais été championne de nouveau, mais elle aura eu ce moment. Elle aura eu ce moment dans sa carrière. Elle aura été à son prime. Malheureusement, son prime là, c'est sa carrière dans NXT, en tant que championne NXT. Depuis, elle a été intéressante. Elle a eu des runs de championne par équipe avec Nia Jax et Ronda Rousey. Elle a eu sa rivalité face à Ronda Rousey. Elle a battu Ronda Rousey. Mais c'est tout. Rien n'a été fait derrière pour soutenir ça. Et je trouve ça dommage parce que maintenant c'est trop tard. Évidemment, c'est trop tard. Rhea Ripley dans le business. Shayna ne peut plus jamais être championne. Elle aurait dû l'être à l'époque. Et c'est trop dommage pour elle. Sheamus, bon worker, bon gimmick, bon in-ring, bonne promo. J'aime Sheamus. Dans la mid-card, excellent worker. Shinsuke Nakamura, c'est un bon worker aussi, mais je trouve qu'il a des failles contrairement à Sheamus. J'aime pas son côté tremblotant dans le ring quand il fait et il fait son coup de pied qui tremblote l'adversaire. Je suis pas très fan, mais il a beaucoup de potentiel. J'aime bien ce qu'il propose, hormis ça. Bonne gimmick. Ouais, Shinsuke, il est cool. Shotzi, pareil, tout comme Liv Morgan, comme Nikki Cross, comme Candice LeRae, elle m'horripile. Quand je la vois, je la déteste. Je ne peux pas la saquer. Voilà, n'expliquez pourquoi, je ne sais pas, c'est comme ça. Solo Sikoa. Putain, elle commence à être longue cette vidéo, hein, mais on s'accroche, on y est presque. Solo Sikoa, un membre hyper intéressant de la Bloodline. J'adorais le côté enforcer, le côté bras droit, bras musclé de la Bloodline. Il marchait énormément. Maintenant que Roman est parti, ils essaient leur maximum de rendre Solo Sikoa extrêmement intéressant comme nouveau leader de la Bloodline. Et Paul Heyman se dédie à ça et ça marche. Mais la magie n'est pas forcément là. Et j'ai plus de mal à croire maintenant en la dangerosité de Solo Sikoa que j'y croyais à l'époque, qu'on n'était que le bras armé de la Bloodline. Assez étrangement. Par contre, le jour où Roman va revenir, là je pense que lui et Solo peuvent faire quelque chose de très intéressant. Solo, personnage intéressant. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est le jour où la Bloodline arrête. Qu'est-ce qui se passe pour Solo le jour où la Bloodline s'arrête? On verra. Sonya Deville, pareil, c'est une catcheuse qui, pour moi, ils ont raté le coche parce qu'elle avait beaucoup de potentiel. Je me rappelle d'une rivalité secondaire, une rivalité de télé qu'elle avait eue face à Charlotte Flair quand elle était championne. Et elle réclamait des opportunités pour le titre. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en mode « Putain, mais j'aime beaucoup Sonya, je trouve qu'elle fait un travail remarquable. » Et pour moi, c'est elle qui portait la rivalité avec Charlotte Flair. C'est pas Charlotte qui portait la rivalité, c'était Sonya Deville qui la portait. Et honnêtement, je pense qu'ils ont raté le tir sur un run de championne, avec Sonya Deville. Ça m'aurait pas déplu à un moment donné. Je pense qu'ils n'ont pas vu tout le potentiel qu'elle avait. Et le jour où ils l'ont vu, c'était trop tard. Encore une fois, Charlotte était championne et le plan c'était Charlotte contre Rhea Ripley. Rhea Ripley, elle au-dessus du game. C'est dommage pour Sonya parce que
beaucoup potentiel qui sera probablement jamais montré. Tegan Nox, qui en a quelque chose à foutre, pas moi. The Miz, excellent worker, très bon worker, worker digne de confiance, il est là depuis tellement longtemps et il continuera à être là. Vive le Miz. Tiffany Stratton, probablement une future championne de la compagnie, pas encore évidemment, elle est loin d'être à son prime, elle est toute jeune, Rhea Ripley dans le business, mais beaucoup plus tard, quand elle se sera plus installée, il y a beaucoup de potentiel je pense, beaucoup de potentiel. Tommaso Ciampa, faut qu'il arrête de catcher avec Johnny Gargano, faut qu'il soit établi en solo ou en équipe avec quelqu'un d'autre. Ciampa a beaucoup de potentiel, c'est juste que la compétition par rapport au roster NXT est beaucoup plus dense. Beaucoup plus dense. Et Ciampa n'a pas le physique plus impressionnant. Il n'a pas la gueule la plus impressionnante de tout le reste du roster. Il n'a pas la promo la plus intéressante. S'il veut cartonner, faut qu'il retrouve cette magie qu'il avait à NXT. Ce gimmick. Le chasseur d'or. Le mec qui a un problème avec ça. S'il retrouve ça, peut-être qu'il peut marcher. En attendant, ça risque de coincer pour lui. Petit mot sur Triple H. Merci Triple H pour cette nouvelle WWE, ce nouveau booking, cette nouvelle ère. Une ère avec beaucoup moins de bullshit, avec des rivalités sérieuses, avec un produit et des fans pris au sérieux. Merci Triple H. Trish Stratus, évidemment c'est pas une workeuse à plein temps, mais je voulais la mentionner parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a produit, j'ai beaucoup aimé sa rivalité face à Becky Lynch, et j'aime beaucoup sa personnalité, sa promo, elle est très facilement détestable, j'aime beaucoup Trish, vive Trish Stratus. Valhalla, qui a quelque chose à foutre de Valhalla. Xavier Woods, clairement le membre le moins intéressant du New Day, j'ai pas envie de le voir catcher, honnêtement si New Day ne comportait pas Xavier Woods, je pense qu'il se porterait mieux. Zelina Vega, bof. Et enfin, Zoey Stark, et on s'arrêtera là, c'est la dernière quatre choses, j'en reviens pas d'avoir vu le bout. Zoey Stark, beaucoup de talent, beaucoup de potentiel dans le ring, malheureusement je pense que c'est l'aura qui manque, le charisme qui manque aussi. Si elle trouve ce petit truc, peut-être qu'elle sera over. Mais là malheureusement il y a juste le in-ring et il n'y a pas le reste. On verra bien pour elle. Et c'est tout, on y est. J'ai parlé de l'intégralité du roster de WWE dans le main roster actif à l'heure actuelle. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si j'étais dur ou pas dur. On fera aussi la même vidéo pour l'AEW et vous ne voulez pas rater ça. Croyez-moi, il y aura sûrement du sel, ça va être marrant. Sur ce, c'était Kozak. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.